Bonjour, merci d'être venu nous écouter. La façon dont Michael, présent dans la salle et qui organise cette conférence, a édité cette table ronde, c'est l'intelligence artificielle au secours de la production culturelle. C'est un peu osé, surtout si on en croit l'état de l'art en matière d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et on rentrera dans le détail de ce qu'est l'intelligence artificielle faible, ce qu'est l'intelligence artificielle forte. Je ne veux rien dévoiler à ce stade. Frédéric Malègue, Philippe Pasquier et Lucas Serralta, que je présenterai ultérieurement. Alors, les artistes, ils ont toujours utilisé des outils pour créer, que ce soit peindre comme Il Caravaggio avec la camera obscura, que ce soit dessiner des cathédrales avec des équerres, du fil à plomb, des règles, ou jouer de la musique avec le métronome ou la sourdine wah-wah, par exemple, pour la trompette. Hannah Arendt, dans son ouvrage La condition de l'homme moderne, elle nous parle de l'homo faber, cet homme qui, cet homme ou cette femme d'ailleurs, qui, utilisant des outils, crée des œuvres qui le rendent immortel. La notion d'outil, elle est prépondérante, notamment en matière d'intelligence artificielle. Celle-ci serait-elle ce nouvel outil qui, manipulé par l'homme, viendrait le rendre encore plus créatif, avec cette capacité de l'IA de disrupter les processus créatifs, les rendre moins linéaires? Je pense à l'écriture scénaristique, par exemple, et ce sentiment que certains ont dans le cinéma, que l'on pourrait qualifier de commercial, de sans cesse voir raconter la même histoire. L'IA, ça date à peu près des années 50. Le tout début de l'IA, c'est au Massachusetts Institute of Technology, à Boston, et plus précisément, la conférence de Dartmouth en 1956 a été le moment où celle-ci a trouvé son nom, sa mission, ses premières réussites et a fédéré les premiers acteurs importants. Donc, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est assez ancien, à peu près 70 ans. Elle a été très médiatique dans les années 80, proposant de nouveaux outils, de nouvelles techniques s'associant aux sciences humaines. Les Japonais impressionnaient à l'époque avec leurs supercalculateurs, et notamment le MITI, des calculateurs de 5e génération, mais les espoirs furent déçus car elles n'étaient pas présentes en termes de visibilité, notamment pour le grand public. Et c'est vrai que dans le domaine corporate, privé, des entreprises, on en parlait beaucoup, mais on en parlait un peu moins dans la presse. Les espoirs furent ainsi déçus à l'époque. Les seuls à avoir fait de l'IA ces 30 dernières années un business furent justement les scénaristes et les écrivains. Et en la matière, Blade Runner est sûrement, avec les réplicants, un bon exemple de la capacité des robots à prouver et montrer qu'ils ont une émotion et une conscience. Depuis 30 ans, toutefois, l'IA a fait des progrès, comme nous le verrons aujourd'hui, notamment avec Philippe Pasquier. Les chercheurs ont fait avancer le sujet avec d'énormes progrès dans ce que l'on appelle l'ingénierie cognitive, l'analyse linguistique, Natural Language Processing, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette suite de mots en anglais, et la reconnaissance visuelle. Ces innovations ont aujourd'hui le mérite d'être visibles, et c'est vrai qu'on entend parler aujourd'hui beaucoup plus, j'ai envie de dire depuis 2 ans, d'intelligence artificielle, quitte à nous faire parfois peur. Et en effet, les discours sur l'IA aujourd'hui semblent emprunts et gouvernés par l'émotion et rarement par l'information. C'est rarement une approche sereine, c'est-à-dire quand on entend les gens parler et non les scientifiques, on nous fait beaucoup peur. Comme nous le dit Cédric Villani, que je ne présente plus, le débat démocratique sur l'intelligence artificielle a été pris en otage par la peur. Il a ainsi, je dois l'avouer, été difficile de monter ce panel parce que nous devions être un peu plus. Et c'est vrai que le sujet, notamment quand il a trait aux industries culturelles, fait peur à certains. L'IA, pour autant, et c'est la question que l'on pourrait se poser tous ensemble, doit-elle rester un outil, au sens où l'outil, il est manipulé par la main, donc il est pris par la main, il est manipulé, ou peut-elle être une machine qui pourrait remplacer l'homme? Donc l'outil, on est dans une logique d'IA faible, la machine, on est dans une logique d'IA forte, nous définirons ces mots. A-t-elle cette capacité de remplacer l'homme? Est-ce souhaitable?
C'est ce que nous allons tenter de découvrir aujourd'hui. Donc Philippe Pasquier, vous êtes professeur associé à la School of Interactive Arts and Technology de SFU, Simon Fraser University de Vancouver au Canada. Et votre domaine d'expertise, c'est l'intelligence artificielle et les sciences cognitives, la créativité computationnelle concernant la musique et la création en général, ce qu'on appelle outre-Atlantique l'entertainment. Je vous laisserai définir toutes ces notions. Vous allez nous présenter vos travaux, très riches, et tenter de nous donner une première réponse à cette question. Est-ce que l'IA, donc l'intelligence artificielle, c'est un nom, l'intelligence artificielle, qui est très hollywoodien. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un mot plus scientifique pour définir l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA peut-elle être créative, Philippe? Bonjour à tous. Merci Frédéric pour cette introduction. Alors l'IA, je vais commencer déjà, c'est le professeur en moi qui parle ici par la définir parce qu'on en parle beaucoup et il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont vraies et beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses et ça crée des émotions, des peurs ou des émotions qui des fois sont un peu exagérées. L'IA, c'est simplement l'idée d'avoir une machine, souvent un ordinateur, qui accomplit une tâche qui généralement prendrait l'intelligence humaine pour être accomplie. Par exemple, jouer aux échecs, jouer au Go, etc. Elle est déjà, puisque l'informatisation de la société est bien entamée, elle est déjà un peu partout autour de nous et en fait on utilise tous de l'intelligence artificielle tous les jours, par exemple pour trouver un chemin d'un point A à un point B sur une Google Map. Et pour toutes ces tâches qui sont automatisées par ces intelligences artificielles, chaque intelligence artificielle fait justement une seule tâche, une tâche précise et rien d'autre, vraiment rien d'autre. Et ça c'est l'idée de l'IA faible, c'est d'automatiser une tâche en particulier. L'idée de l'IA forte, c'est l'idée d'avoir une machine qui a des croyances, des intentions, des désirs et qui devient un peu consciente, un peu à l'idée d'un humain. Et je veux que ce soit très très clair pour tout le monde que cette idée d'IA forte, même si des chercheurs y travaillent, personne n'a aucune idée si c'est possible. Et il est certain que ça n'a pas été fait déjà. Donc la plupart des peurs vont de ce côté-là, parce que les scénaristes qui écrivent les scénarios de cinéma, eux, ils pensent à l'IA forte et aux possibilités et à la façon dont la société devrait manager des machines qui seraient devenues tout d'un coup plus intelligentes que des humains. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et tout le monde qui utilise un ordinateur se rend compte que les ordinateurs sont en fait assez idiots et très ennuyeux, et donc en fait l'intelligence artificielle c'est juste une façon peut-être de passer moins de temps en face d'un écran à interagir avec les ordinateurs et d'avoir des ordinateurs qui soient un peu plus malins et qui puissent nous aider à accomplir des tâches. La plupart des tâches qui sont automatisées avec l'intelligence artificielle sont des tâches qu'on appelle rationnelles, pour lesquelles il y a une solution qui est meilleure, où on peut dire à quel point une solution est bonne ou pas. Par exemple, aux échecs, on gagne ou on perd. Dans une Google Map, le chemin trouvé est le plus court ou c'est pas le plus court. On prend en compte plein de facteurs, le trafic routier, des choses comme ça. Et pour toutes ces tâches qui sont des tâches d'ingénierie, il y a une solution rationnelle qu'on appelle optimale, où en tout cas on peut mesurer la qualité d'une solution donnée par cette intelligence artificielle faible. Et le problème de la créativité, c'est pour ça qu'à l'université on est vraiment intéressé à étudier si l'intelligence artificielle peut automatiser ce qu'on appelle des tâches créatives. Le problème de la créativité, c'est qu'il n'y a pas quelque chose comme le meilleur scénario ou la meilleure composition musicale, la blague la plus rigolote ou le mouvement de danse le plus harmonieux. Il y a des différentes sensibilités, il y a des manières de s'exprimer et il y a des choses qui fonctionnent. Il y a certainement des choses qui ne fonctionnent pas aussi dans certains corps artistiques et créatifs. Et donc, en tant que chercheur, moi, ce dont on s'attelle à faire dans mon laboratoire, c'est à automatiser des tâches créatives. La composition musicale, le sound design, donc le design sonore, la danse, etc. etc. Et c'est difficile. Et on le fait pour deux raisons. Une des raisons principales, c'est parce qu'on est universitaire et qu'on veut faire avancer la connaissance, et que pour ces phénomènes complexes, la modélisation de la cognition, de la créativité, on arrive avec des modèles très compliqués. Et un peu comme pour la météo, la meilleure façon de savoir si un modèle est bon ou pas, c'est d'en faire une simulation informatique et de voir si la simulation informatique rend compte de ce phénomène ou pas. Par exemple, avec la météo, qui est aussi un phénomène complexe, on a des super ordinateurs et on donne les conditions météo du matin à l'ordinateur et il nous donne une prédiction de la météo demain. Et comme on sait tous, des fois le modèle est bon, des fois le modèle est mauvais. On fait la même chose avec la cognition, la créativité et tout un tas d'autres choses. Un des enjeux quand on veut appliquer les algorithmes qui des fois fonctionnent pour l'automatisation des tâches créatives,
c'est qu'on va des fois juste répliquer une tâche qui est faite par les humains, par exemple composer de la musique dans le style de bar. Les étudiants en composition savent faire ça à la main. Les ordinateurs maintenant le font très très bien. Et en fait, au laboratoire, on montre, on fait beaucoup d'expériences empiriques pour essayer de savoir quand est-ce que les humains peuvent faire la différence entre ce qui est créé par un humain et ce qui est créé par une machine. Et en général, pour la plupart des tâches créatives que l'on attaque, comme la composition, les humains ne savent pas en fait faire la différence entre le produit humain et le produit de la machine. Par contre, on fait d'autres expériences qui montrent que si on dit à nos sujets que c'est la musique, par exemple, qu'ils écoutent a été faite par une machine, alors ça change de manière assez significante la façon dont ils le perçoivent. Même si on leur ment, si on leur fait écouter de la musique faite par des humains, mais on leur dit c'est fait par une machine, là tout d'un coup, ils la perçoivent de manière assez différente. Donc c'est intéressant de voir que dans le processus des tâches créatives, alors que personne ne s'offusque que Google puisse trouver le chemin le plus court de A à B dans une map, les gens réagissent de manière beaucoup plus émotionnelle au fait qu'on peut avoir un système qui apprend à partir de toutes les partitions de Mozart, la façon dont Mozart compose, et est capable à la demande de générer de nouvelles partitions de Mozart que même un professeur de musique ne saurait pas mettre à part des partitions originales de Mozart, et il serait confondu par la machine, ce qui est le cas dans les expériences que l'on produit. Et donc je pense qu'on a du temps limité, mais je vais peut-être vous montrer un exemple de ce que ça voudrait dire d'automatiser les tâches créatives. Là par exemple on a la tâche du sound design qui et je pense que dans cette audience il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la production de films et à la production de VR, et tout le monde a dû travailler avec un sound designer un jour ou l'autre. Je ne sais pas si on peut avoir l'ordinateur à l'écran, peut-être. Exactement. Donc là, ça c'est un système prototype de recherche, donc pas du tout commercial et aussi fini que ce que vous allez voir un peu plus tard. Et ici, par exemple, au lieu de faire, par exemple, j'ai une scène où il y a des enfants qui jouent dans un parc et il y a une fontaine. Bon, ben, au lieu d'ouvrir Pro Tools, de passer des heures, des jours à chercher des sons, les découper les uns par les autres et à faire un montage sur une timeline pour faire un design sonore pour cette scène-ci, j'ai ce système audio-métaphore qui me permet tout simplement d'entrer une phrase. Par exemple, ici, les enfants jouent dans le parc et il y a une fontaine. Kids are playing in the park and there's a fountain. Je décide pour cette scène quelle est la durée que doit faire la bande sonore, et je peux décider, par exemple, la valence, c'est-à-dire si ça doit être un design sonore qui rencontre de la joie ou de la tristesse, si ça doit être une scène lugubre ou pas. Par exemple, on va commencer joyeux et on va finir un peu plus triste, et puis je décide que je veux que ça commence très calme et qu'à un moment donné, à mi-chemin, ça vienne à s'exciter. Je vais essayer de lancer ça en ligne, on va voir si ça fonctionne, travaillant avec les serveurs au Canada. Et ici, ce qu'on a, voilà, ça vient de générer, donc quand même beaucoup plus vite que n'importe quel sound designer avec lequel vous avez jamais travaillé, un mix Pro Tools, enfin pas Pro Tools dans ce cas, mais avec chaque petit bloc ici est un son qui a été découpé, et pour chaque concept, pour les enfants qui jouent dans le parc et pour la fontaine, il y a des sons de background et des sons de foreground. Et là, on voit d'ailleurs que dans ce mix-là, probablement ça commence calmement et ça finit de manière plus intense, comme on l'a demandé au système, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup moins de sons ici dans la première partie et beaucoup plus de sons qui sont empilés les uns aux autres dans la seconde partie. Alors je peux télécharger ce mix-là et travailler avec en tant que sound designer dans Pro Tools, changer des sons, me dire ah ben non, ça sonne pas bien, je vais changer ça par ça. Ou si je suis pas vraiment content, je peux demander à la machine de m'en faire un autre mix, elle peut m'en faire à l'infini, et du coup je deviens un peu un commissaire, quoi. Je décide, ah ben ça c'est un bon mix pour ma scène, ou ça c'est un mauvais mix pour ma scène. Et puis je peux bien sûr éditer. Et donc là, comme tous les outils qu'on a inventés depuis le début de l'humanité, de la roue et tout ce qui s'est passé avec la mécanisation de la société, maintenant avec les ordinateurs, on automatise le traitement de l'information. Et avant l'ordinateur, il y a juste le cerveau humain, à quelques exceptions près, d'autres animaux aussi, mais qui peut traiter l'information, en tout cas de façon si puissante. Et voilà, là on a le rendu, alors on peut l'écouter, ou bien on peut le télécharger. Là, je ne sais pas si on peut l'écouter. C'est rigolo, ça m'a donné un truc très très différent de ce matin. Là, ça commence de manière très calme avec une fontaine, semblerait-il, des sons d'eau, et à un moment donné, probablement, on va avoir des enfants qui vont se mettre Alors, comme le système est génératif, il ne va jamais générer deux fois la même chose, donc du coup, là, je l'écoute comme vous pour la première fois. En fait, ça peut faire ça pour n'importe quelle phrase, une phrase concrète, une phrase abstraite, etc. Là, voilà, là, on a des enfants qui peut-être jouent dans un parc.
Et là, au moment où j'ai demandé au système d'être beaucoup plus chaotique et d'avoir un arousal beaucoup plus fort, et vous voyez qu'il y a beaucoup de sons qui viennent s'ajouter, qui sont plus chaotiques, par exemple une simplicité et un son beaucoup plus agité. Donc voilà, ça c'est un exemple de création assistée par ordinateur. Donc on peut décider que l'ordinateur, s'il est suffisamment bon, on va embedder ce système-là dans un jeu vidéo où peut-être les niveaux seront générés automatiquement parce qu'on a, comme World of Warcraft, 10 millions de joueurs qui jouent 20 heures par semaine et que si on se met à désigner ça, à faire le design de tous les niveaux de jeu à la main, alors ça ne va pas du tout fonctionner parce qu'on n'aura jamais assez de designers pour faire tout ce travail. Et donc on veut que ces niveaux soient générés et on veut peut-être que le son qui va avec ces niveaux soit lui aussi généré. Donc on peut utiliser le système en mode complètement génératif, ou alors en studio, dans un studio de film ou de production VR, avec un sound designer professionnel qui interagit avec le système et qui décide quel output lui convient et comment manipuler et changer éventuellement les différents sons et les différents timelines. J'ai plein d'autres exemples à vous présenter. Ah, on me dit qu'il y a encore un peu de temps, alors peut-être je vais vous montrer un autre exemple. Maintenant, ce système-là est assez avancé. Alors un autre exemple. Une des techniques d'intelligence artificielle qui est utilisée beaucoup dans le domaine de la créativité, c'est-à-dire qu'en fait, la machine n'est pas vraiment créative. Tout ce qu'on fait, en général, c'est de l'imitation de la créativité humaine. Donc on donne à la machine beaucoup de données humaines. Par exemple, quand on fait de la composition, quand on veut imiter du bar, ce qu'on fait, c'est que la machine apprend toutes les partitions de bar, fait un modèle statistique de ce que bar aurait fait, et pour chaque note, quand on génère, décide quelle est la note la plus probable que bar aurait mis après. Et il fait ça, et s'il fait ça, le système, ça sonne vraiment comme du bar, et on confond les gens. Et c'est de l'imitation de style. La machine ne va jamais inventer un nouveau type de musique, en tout cas on ne sait pas du tout comment faire ça, et certainement elle se base seulement sur les données qu'on lui donne, qui sont des œuvres d'art faites par des humains. Et donc il y a ici une qualité de l'input et des data. Les données sont un peu le fuel, sont un peu le carburant de l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs un slogan américain. Data is AI's fuel. Ici, c'est un autre système qui, je vous mets dans un studio de motion capture pendant 3 heures et j'apprends quelques-uns de vos mouvements. Et après, je peux imiter la façon dont vous bougez de façon à ce que les gens de votre famille fassent là, ça c'est lui, c'est sûr. Et on peut faire ça avec différents performeurs et après, on peut générer n'importe quel mouvement avec votre style de mouvement. Alors forcément, quand on fait du motion capture avec Brad Pitt qui coûte plusieurs millions de dollars à l'heure, et qu'on a manqué 1 ou 2 scènes pour ce film, on peut le faire revenir pour 20 millions de dollars, ou on peut utiliser un système d'intelligence artificielle pour générer les mouvements qu'on n'a juste pas pris en live. Et puis, si on a, encore une fois, un jeu vidéo avec 10 millions de joueurs, eh ben, on ne va pas forcément faire le motion capture de 10 millions de personnes parce que ça va coûter très cher. Et donc, du coup, ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est d'enregistrer, ça c'est du deep learning, réseau de neurones, d'enregistrer votre style de mouvement et éventuellement de manière dynamique, de demander au réseau de générer différents mouvements. Ici, c'est simplement de la marche et puis on change la direction dans laquelle le performeur marche. Mais parce que j'ai enregistré quelques performeurs, je peux bouger d'un performeur à l'autre. Alors là, ici, vous regardez aux hanches, on vient de passer de la démarche d'une femme à la marche d'un homme. Et je pourrais avoir différents acteurs avec des personnalités très différentes et bouger de l'un à l'autre. Et donc, si j'ai suffisamment d'acteurs, je peux vraiment générer des milliers de types de mouvements et de personnalités. Je peux aussi contrôler l'émotion perçu du mouvement de l'acteur. Ici, je le rends un peu calme. Ici, je le rends un peu plus tendu et nerveux, un peu plus excité. Ici, calme encore. Et la valence, ça va être le rendre un peu triste et misérable dans sa marche. Et de manière dynamique et de manière continue, le rendre plus confiant et heureux et satisfait. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait une prise de l'acteur qui marchait avec l'air triste, une prise de l'acteur qui marchait avec l'air content, et on est capable, grâce au réseau de neurones d'intelligence artificielle, de manière continue, d'interpoler entre une de ces émotions et une autre, alors qu'on n'en a enregistré que 2. Voilà. Et donc, avec ce type de système, on peut voir comme les studios d'animation, les systèmes de jeux vidéo vont pouvoir utiliser ce type de système pour de manière plus efficace et moins cher, ce qui est souvent ce que les industries désirent, générer les mouvements qu'ils souhaitent.
Alors on voit bien les logiques d'optimisation des coûts, de réduction des coûts qu'apporte l'automation. D'un point de vue créatif et valeur ajoutée créative, quel est l'impact selon toi? Alors il y a deux types de systèmes. Les systèmes comme ça qui tendent à reproduire des tâches qui sont faisables par des humains. Et donc juste on essaye d'optimiser en fin de compte et éventuellement de rendre le travail plus facile et plus puissant. Et il y a un autre type de système qui regarde à la créativité pas telle qu'elle est, et telle qu'on l'observe dans l'humanité, mais en termes de processus créatifs, mais qui regarde à des processus créatifs dont on sait que les humains seront complètement incapables. Donc par exemple, en composition musicale, ou même des fois en génération visuelle, on peut avoir une idée d'un rendu qui serait vraiment intéressant, mais dont on sait que si on le fait à la main, ça prendrait juste des semaines, des mois, des années, ce serait juste pas faisable. Et donc il y a aussi la possibilité d'explorer la créativité telle qu'elle pourrait être, avec cet ajout de la machine dans l'équation. Il y a certains algorithmes qui vont dans cette direction. Un algorithme que j'aime particulièrement s'appelle le Novelty Search, qui est un algorithme où vous lui donnez, par exemple en tant que designer ou compositeur, tout le travail que vous avez fait. Il va apprendre votre style, mais au lieu d'imiter votre style, il va vous dire, voilà quelque chose qui, étant donné votre style, vous pourriez aimer, mais qui est très très différent. Donc il va essayer d'aller dans une partie de l'espace que vous avez exploré vous-même créativement, avec ce logiciel en particulier. Il va aller dans une partie de l'espace que vous n'avez jamais exploré, mais dont il pense que ça pourrait vous intéresser. Et donc du coup, là, la machine devient plus... la créativité assistée par ordinateur devient plus d'utiliser la machine comme une machine à inspiration. D'accord. Alors si j'ai bien compris, toi tu crées en matière musicale par exemple un pattern, un modèle, tu le donnes et tu le livres à la machine, elle va le reproduire. Donc l'intelligence artificielle va reproduire du Bach. Ma question c'est est-ce que tu peux mélanger Bach et Chopin? Et qu'est-ce que ça donne? Exactement. Donc une fois qu'on sait faire de l'imitation de style, on peut faire de l'interprétation de style. Et nous on a un logiciel, le Style Machine, qui marche avec Ableton. Ableton qui est société allemande qui fait des logiciels de son, et on peut faire de l'interpolation de style, où je donne mes compositions, et je fais, bon, voilà, je veux mes compositions, mais je veux un peu plus d'harmonie à la Pat Metheny. Alors je donne à la machine quelques compositions de Pat Metheny, et là, du coup, l'algorithme va se mettre à faire des choses qui sont un peu entre ce que je fais moi-même, en tant que compositeur, et ce que Pat Metheny aurait fait. Et je suis bien incapable, moi, de générer des harmonies à la Pat Metheny. Et là, j'écoute, et des fois, ça va être terrible, ça va être une très mauvaise idée, et des fois, ça va être fantastique. Et est-ce que parfois la machine se plante? Oui, oui, très souvent. Ce qui est intéressant, et la machine, quand elle crée, elle est un peu comme les humains, c'est-à-dire que c'est pas toujours un chef-d'œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est rapide, et que du coup, on devient commissaire, quoi. Moi, je passe du temps devant le logiciel juste à dire « Ah ben non, là, change-moi la ligne de basse. Ah non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci. Ah, celle-là, je peux travailler avec. Je change un petit peu. » Et puis là, tout d'un coup, ça devient possible. J'ai envie de te poser 1 milliard de questions, mais il va falloir que je passe aux autres. Est-ce que tu livres tes biais à la machine et à l'intelligence artificielle? Si tu es un mauvais créateur, est-ce que la machine sera une mauvaise créatrice? Si tu lui donnes tes données, probablement, mais si tu donnes les données de quelqu'un d'autre qui était bon, probablement pas. Et en fait, on utilise aussi ces machines pour changer la barre d'accès et le niveau d'accès au logiciel créatif. C'est-à-dire que maintenant, pour utiliser un logiciel de composition, par exemple, il faut en général être soi-même musicien. Avec ces systèmes-là, il devient possible pour des gens qui ne savent pas composer des suites harmoniques et des rythmes, de le faire en décidant simplement, j'aime beaucoup ces musiques-là, est-ce que tu peux me générer des choses dans ce style-là? Et après, moi, j'essaierai de trouver les bons sons pour que ça sonne bien. Dernière question sur l'industrie du jeu vidéo. La logique d'engagement dans les jeux vidéo, elle est prépondérante pour l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que tu peux stimuler l'engagement des joueurs? Un joueur qui, par exemple, joue un peu moins ou auquel le jeu peut ne pas plaire, est-ce que tu peux stimuler par la musique, par la génération de plateaux automatisés, l'engagement des joueurs ou le réengagement? Absolument, absolument. Et ça c'est essentiel. Une des applications principales dont on est presque sûr que ça va arriver. L'intelligence artificielle est vraiment partout. Il y a des pays qui disent que le Canada, par exemple, compte que 35% de son PIB dépendra de l'intelligence artificielle dans 15 ans. Donc on parle quand même de choses vraiment révolutionnaires, aussi importantes que la révolution industrielle au début du XXe siècle. Mais pour répondre à la question plus précisément, dans le jeu vidéo, ce qui est important, c'est d'avoir pour le joueur un niveau de jeu qui soit pas trop facile pour pas que ce soit ennuyeux et pas trop difficile pour pas que ce soit courageux. Et bien avec l'intelligence artificielle, on génère en temps réel des niveaux de jeu pour le joueur, pour ce joueur-là en particulier, qui vont être, d'une certaine façon, le maintenir dans la zone de jeu optimale pour que ce soit toujours à la fois challenging et pas ennuyeux, alors que tous les joueurs ont des niveaux différents.
Passionnant. Lucas Serralta, vous êtes directeur des interfaces et expériences du groupe Canal, donc vous nous direz ce que ça veut dire. Vous êtes par ailleurs professeur à l'école centrale et spécialiste de toutes ces problématiques. En écoutant Philippe, est-ce que, selon vous, l'intelligence artificielle vous semble encore éloignée d'une intelligence générale humaine en matière de création? Alors, bonjour à tous. Merci Philippe, c'était passionnant. Moi, je suis effectivement directeur des interfaces et expériences chez Canal+. Alors, notre métier, c'est de concevoir les expériences utilisateurs des produits digitaux de Canal+, qu'il s'agisse des décodeurs, du mobile, du web, etc. Et donc, on travaille finalement dans un écosystème et un terrain technologique, mais aussi sociologique et psychologique. Pourquoi ? Puisqu'on est effectivement l'interface entre le groupe Canal et ses clients, mais également, et c'est évidemment ce qui est le plus intéressant, l'interface entre de l'informatique, des systèmes informatiques, des algorithmies et l'humain. Donc on dessine aujourd'hui cette frontière. Donc, pour répondre à la question sur l'intelligence artificielle, donc effectivement, Philippe nous a parlé de la différence, et je fais évidemment la même, entre intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte. J'aurais tendance plutôt de mon côté à appeler ça une intelligence artificielle spécialisée, l'intelligence artificielle faible, parce qu'on peut faire évidemment des grandes choses avec ce type d'intelligence artificielle. Et on est tout à fait d'accord sur le fait que ces intelligences artificielles sont modélisées par l'humain. Donc c'est une vraie question d'ingénieur. On introduit des règles, on définit des mécaniques, on définit ce qu'on attend éventuellement comme résultat. Et finalement, on va avoir des machines qui vont appliquer toutes ces logiques. Donc on est très éloigné de l'intelligence générale. Déjà, on peut se poser fondamentalement la question, qu'est-ce qui définit l'intelligence humaine ? Et évidemment, bien malin celui qui aura la réponse complète à cette question, mais l'intelligence humaine, on nous dit qu'il y a 3 millions d'années, un humain qui s'est regardé dans un lac a commencé à prendre conscience de lui-même et donc à percevoir, discerner et agir par là même en fonction de ce qu'il a perçu et discerné. Donc l'intelligence humaine, c'est ça, et d'ailleurs c'est une question sur laquelle l'humanité se cherche, on est toujours à la recherche de notre propre nature, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est qu'elle fait non seulement appel à un certain nombre de pulsions primaires, je dirais que d'ailleurs ces pulsions primaires, on peut les retrouver dans les 7 péchés capitaux que sont l'envie, l'orgueil, l'avarice, la gourmandise, etc. Donc tout ça, on est très loin de l'avoir modélisé informatiquement. Et évidemment, l'intelligence générale, au-delà de ça, et l'intelligence humaine, elle fait appel à des sentiments et des émotions. Là également, on a le chiffre 7 avec la joie, la surprise, la tristesse, etc., ce qui ressortait de ces expérimentations. Et aujourd'hui, en fait, on a non seulement on va dire, des machines dont on est incapable de modéliser la capacité humaine à faire des abstractions, donc à créer de l'art. Et on est également incapable, et Philippe le disait très bien, de temps en temps le résultat est horrible, mais la machine ne s'en rend pas compte, puisque en fait la machine n'a pas de sentiment aujourd'hui. Donc je dirais que, pareil, on est très loin d'avoir des intelligences artificielles générales. Par contre, on a l'opportunité aujourd'hui d'utiliser des moyens technologiques et donc des intelligences artificielles spécialisées qui nous ouvrent la porte d'un monde nouveau avec la capacité de créer des produits artistiques, créer des produits qui vont bien au-delà de produits audiovisuels. On peut maintenant travailler évidemment sur beaucoup plus de sens. Vous avez sans doute tous testé les démos qui sont ici autour de la VR. On a des vrais ressentis en termes d'immersion, on ressent la gravité, on peut ressentir tout un tas de sens, et tout ça est en train d'évoluer beaucoup, et de plus en plus, on va bientôt avoir la capacité à vraiment toucher, jouer avec l'haptique. Il y a des sociétés qui commencent à faire des gants où on commence à ressentir l'eau qui tombe, on commence à ressentir si on caresse un chat, le toucher, etc. Et donc, en fait, derrière se cache tout un tas d'algorithmes et donc d'intelligence artificielle spécialisée qui ne font que simuler
et reproduire finalement des comportements qu'on a modélisés. Merci infiniment. L'industrie américaine du divertissement, l'entertainment comme on l'appelle, je fais référence à Netflix, je fais référence à Amazon aujourd'hui, épouse l'intelligence artificielle de façon à analyser la donnée pour créer des algorithmes de recommandation sur leur catalogue. Il y a près de 20 000 références chez Amazon, par exemple. Donc, quand vous êtes consommateur et que vous rentrez sur la plateforme, c'est très difficile de trouver votre chemin. Elles utilisent aussi la donnée et l'intelligence artificielle pour savoir ce que le consommateur-spectateur veut et alors, ex post, créer des shows qui peuvent correspondre à un moment donné à une appétence particulière en matière de thématique, de narration. On peut parler aussi d'analyse du comportement du consommateur une fois sur la plateforme, où notamment grâce à la voix, ces grandes structures, ces grandes majors de la tech qui maintenant viennent dans le divertissement, renferment les spectateurs à l'intérieur de leurs écosystèmes. Quel est l'usage, j'imagine très riche, que vous faites au sein de Canal+, de l'intelligence artificielle ? Alors effectivement, nous en termes d'intelligence artificielle, alors je vais pas forcément parler de ce qui se passe dans le domaine de la production, parce qu'on en est vraiment au balbutiement, mais plutôt dans le domaine de la distribution. Donc effectivement, nous on joue avec ces technologies que sont la reconnaissance vocale, bien évidemment, qui marche avec des patterns de reconnaissance, et plus on l'utilise, plus la machine est sensible et apporte des bonnes réponses. J'ai vu que le forum était placé sous le signe de Mandela. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Et je trouve qu'en fait, ça s'applique très bien en fait, à cette notion en fait, de machine auto-apprenante. C'est-à-dire qu'elle va être mauvaise au début, elle va être moins mauvaise par la suite, et de fil en aiguille, elle va commencer à devenir pertinente. En tout cas, pour ce qui est de la reconnaissance vocale, vous l'avez tous testé avec des marques comme Apple, Google, etc., avec qui on travaille sur ces technologies. Voilà, aujourd'hui, ça commence à fonctionner, ça commence à être intéressant, et on est dans des technologies qui ne sont pas très matures. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a besoin de travailler avec ces acteurs que sont Apple et Google. On ne se lance pas tout seul dans une aventure autour de la compréhension du langage. Pourquoi ? Parce que le propre, évidemment, de ces intelligences artificielles qui marchent avec du machine learning, c'est que celui qui a le plus de données, le plus d'utilisateurs, le plus de contenu, a évidemment la meilleure capacité à faire apprendre la machine. Donc on utilise ces technologies. Également, on l'utilise dans le domaine de la reconnaissance d'images. Aujourd'hui, par exemple, on reformate des images en 16/9 sur des formats portraits, évidemment, pour les adapter à une distribution téléphone. On fait de la détection d'éléments significatifs dans l'image, de personnages, d'objets. On utilise aussi l'intelligence artificielle et le machine learning pour tout ce qui est data processing. Donc on collecte beaucoup d'informations sur les comportements de nos utilisateurs, comme les Netflix, Amazon, etc. Et en fait, ces outils nous servent à faire ressortir en fait, des corrélations qu'on n'aurait pas vues. Voilà, il y a des comportements en fait, liés, et c'est en injectant en fait, toutes ces données dans la machine qu'on peut obtenir ces résultats. Et enfin, on travaille autour d'une meilleure compréhension de notre consommateur et de notre spectateur. Aujourd'hui, on fait des choses simple pour comprendre comment agit le consommateur. Dans une interface de distribution, on teste beaucoup de concepts. On fait ce qu'on appelle de l'A/B testing pour savoir quelles sont les interfaces les plus performantes. On fait du eye tracking. Donc là, on est déjà un peu dans la neuroscience pour voir un petit peu comment fonctionne le cerveau autour de nos interfaces. Et évidemment, on s'intéresse de près à la dimension sciences cognitives et à la capacité qui commence à nous être offerte d'analyser les émotions et les sentiments de nos téléspectateurs et de nos consommateurs. Merci beaucoup. Je note une chose très intéressante, parmi d'autres, l'erreur. L'erreur, elle est consubstantielle à tout
processus créatif, elle est consubstantielle à tout processus de croissance, elle est prépondérante en matière d'IA pour que l'IA apprenne. Comment on réintègre au sein des entreprises la notion pacifiée d'erreur, la nécessité de faire des erreurs pour grandir? Comme un héros dans un film, grandir, c'est apprendre sur soi. Comment on réintègre le processus d'erreur au sein d'une entreprise? Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible et que Philippe a répondu à la question quelque part, c'est-à-dire en gardant l'humain à côté de la machine et en laissant la responsabilité et la décision aujourd'hui à l'humain sur le fait que la machine en fait nous fait une bonne proposition ou une mauvaise proposition. C'est un peu ce que nous dit le président de la République quand il dit qu'il n'y a pas d'éthique des intelligences artificielles si l'homme garde la main, l'humain d'ailleurs, garde la main sur l'intelligence artificielle. On discutait tout à l'heure, vous me disiez qu'il est essentiel de ne pas flipper en matière d'intelligence artificielle et qu'il existe un processus de destruction créatrice. Il faut s'adapter. Il y a beaucoup de peur dans l'industrie de manière générale sur le risque que comporte l'intelligence artificielle en matière d'emploi. Auprès des créatifs, des créateurs chez Canal, est-ce qu'il y a cette même crainte? Est-ce qu'il y a ce même souci? On a vu avec Philippe la capacité à répliquer des processus créatifs partiellement générés et créés par des êtres humains. Est-ce qu'il y a ce même sentiment de peur? Alors, je dirais non. En tout cas, je dirais oui et non. En tout cas, ça dépend des métiers, on va dire, aujourd'hui. La peur existe, mais elle existe surtout, en fait, sur des métiers qui sont là depuis très longtemps. Et en fait, il y a parallèlement en fait, un jeu de vases communicants qui est en train de se créer. Et il y a surtout aussi des tout nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. Nous, dans les 3 à 4 dernières années, on a créé 20 à 25 nouveaux métiers différents qui s'appliquent à ces nouvelles technologies. Par exemple autour de data scientist, analyst. C'est quoi data scientist? C'est quelqu'un qui va, on va dire, processer de la donnée, qui va faire rentrer des données structurées, non structurées dans un système, jouer avec, essayer d'identifier des corrélations. Il va programmer, il va faire par exemple, on pourrait comprendre mieux le spectateur, ce qu'il a pensé d'un programme, d'un show, et faire évoluer ce show en fonction de ce que l'on lit. Oui, bien sûr. Moi, je pense que en fait, c'est un monde d'opportunités en fait qui s'offre à nous demain avec toutes ces technologies, et que demain, on va intégrer dans nos équipes des emotion designers, des gens qui vont s'intéresser en fait au ressenti de l'utilisateur, des gens qui vont, par exemple, traiter les erreurs de la machine et la façon dont la machine doit agir en cas d'erreur. Aujourd'hui, c'est très très froid. Il y a des gens qui vont travailler spécifiquement sur un certain nombre de sens. Aujourd'hui, il y a des spécialistes de l'image et de spécialistes de l'audio, mais au fur et à mesure qu'on rentre dans des expériences qui sont polysensorielles, avec la VR et avec les futures promesses qui vont nous amener à toucher les 5 sens de l'utilisateur, voire les sens cachés de l'utilisateur, le ressenti de la gravité, la température, la douleur, etc., on va faire rentrer finalement des spécialistes sur ces métiers pour manipuler la machine ou aider la machine à prendre les bonnes décisions. Je dirais aussi que nous, on a déjà commencé à faire rentrer des métiers autour de la sociologie dans l'analyse de nos consommateurs. Je pense qu'il y a des métiers autour des lettres et autour de la sémantique qui sont extrêmement intéressants aujourd'hui d'avoir dans des équipes d'ingénieurs pour travailler sur la génération de langage automatique et la traduction. Des spécialistes des lettres. Et donc, on a finalement tout un tas de métiers qui vont venir se greffer à cette démarche en fait, de création, et ce ne sera pas que des métiers tech. Je pense d'ailleurs, puisqu'on vient de se le dire, que quand même on touche de près à une question fondamentale de l'homme, avec l'intelligence artificielle, je pense que ce ne serait pas plus mal aussi d'avoir quelques philosophes autour de nous pour aborder ces questions.
Merci infiniment. Alors Frédéric Malègue, vous êtes président de la société de production Goyave, qui produit du contenu pour les marques, des documentaires et des web-séries. Les nouvelles technologies telles la 3D photoréaliste temps réel, la réalité augmentée, la VR sont au cœur de votre aventure professionnelle, tant et si bien qu'en 2015, vous avez créé Jinja Lab, un lab dédié à la recherche et au développement en partenariat avec l'INRIA et Télécom Paris Tech. Vous travaillez ainsi sur l'automatisation de la post-production vidéo, ainsi que des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Ma question, c'est d'abord, qu'est-ce que l'IA vous apporte dans votre quotidien, je veux dire professionnel, et est-ce qu'il est possible de tout automatiser, notamment en matière vidéo? Quelles sont les limites que vous avez rencontrées? Quels sont les tests que vous avez faits? Et que produisez-vous aujourd'hui grâce à l'IA? Tout d'abord, merci Frédéric de m'avoir invité. Donc, j'ai suivi avec intérêt l'intervention de Philippe et de Lucas. Notre activité est assez différente puisque nous, effectivement, on produit à la fois, je dirais de façon traditionnelle, des contenus pour les marques de type pub et brand content et des contenus pour les broadcasters. Et puis, on a cette société à côté, qui est Jinja Lab, où il n'y a ni réalisateur, ni monteur, il n'y a que des développeurs et effectivement des scientifiques. Et les deux sociétés font la même chose, presque. Donc la différence, c'est que l'IA va permettre, c'est ce dont on a parlé, ce dont Philippe et Lucas ont parlé avant moi, c'est-à-dire va permettre de pré-mâcher le travail du créateur, en l'occurrence on pourrait dire du réalisateur ou du monteur ou du community manager ou du journaliste. Et ensuite, lui va comme ça être dégagé de toutes les tâches fastidieuses et il va pouvoir se concentrer sur sa patte finale. Après, ça c'est dans les cadres où on demande une patte d'un être humain. Il y a des cadres où on ne demande pas du tout de patte humaine. Donc, par exemple, dans la publicité, ça correspond à un cahier des charges tellement charté que là, l'IA fabrique la pub elle-même, toute seule, comme une grande. Et dans d'autres cas, je vais montrer des exemples tout de suite, dans d'autres cas, par exemple dans le cas d'un chatbot, donc d'un assistant soit vocal, soit par écrit, avec qui vous pouvez interagir pour réserver, pour avoir des informations, réserver un hôtel. Là, l'IA va permettre de créer une vidéo en temps réel qui va répondre à la question de l'utilisateur qui a une question qui peut être aussi diverse, effectivement. Comment, là, mon camion est cassé, ça fume, quand je tourne la clé, ça ne marche pas, je donne la référence du camion, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et donc là, on peut lui répondre en vidéo, ça sera mieux que lui donner des liens sur des sites constructeurs à 2h du mat alors qu'il neige. Ça peut, et puis évidemment, c'est beaucoup plus sexy dans un cadre là d'acquisition client. Évidemment, lui montrer un hôtel plutôt que lui demander d'aller cliquer sur 25 liens. Donc nous, nos trois champs d'application, c'est la pub, sur lequel la LIA fait tout, le chatbot sur lequel la LIA fait tout, c'est-à-dire il n'y a plus d'être humain, et il y a pour le social media, où là, effectivement, soit justement l'IA peut tout faire, parce qu'on est dans un cadre très répétitif. Quand vous dites très répétitif, c'est non créatif. C'est-à-dire que non créatif. Votre postulat de base, c'est l'IA n'est pas créative. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a briefé, l'IA est comme à ce moment-là est comme un assistant monteur à qui on a fait un brief et qui doit l'appliquer, par exemple, sur un show télé. Donc nous, on travaille sur The Voice, Danse avec les stars, qui sont eux-mêmes des shows qui sont déjà très cadrés. Et là, on peut décliner une ligne éditoriale et l'IA va faire le film et ça va fonctionner. Et on aura les mêmes analytics, la même audience que le même film fait par un monteur humain. La différence, c'est que l'IA va pouvoir le faire en live, en une demi-seconde, le balancer sur les réseaux sociaux, récupérer les analytics, et on peut faire un système auto-apprenant, et déjà savoir que par rapport aux 20 canevas de montage que l'on a, ou aux 20 putters que l'on peut bouger, plus rapide, moins rapide, centré sur les personnages, au contraire centré sur l'action, et ben on va pouvoir commencer à modifier les montages. Alors l'intérêt, c'est que ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Voilà. C'est temps réel, quoi. Temps réel, voilà. Exactement. Donc là, je vais montrer des exemples en fait. Donc là, c'est des exemples que l'on a déclinés pour Accor Hotel.
Donc c'est dans le cadre d'un partenariat entre Accor Hotel et le groupe Figaro. Et donc c'est là la publicité que va lire la personne est adaptée au contexte éditorial. Donc là la personne est en train de lire, si mes souvenirs sont bons parce que ça fait un petit temps que je n'ai pas revu ce film, en train de lire un article sur le Mobile World Congress. Donc au bout d'un certain nombre de secondes, on estime que la personne est réellement intéressée. Et le groupe Figaro nous dit que cette personne aime la musique classique. Savez-vous que Barcelone n'est qu'à 2 heures d'avion de Lille? Avez-vous pensé à un séjour à Barcelone lors du Mobile World Congress? Ce serait l'occasion de profiter du charme de votre hôtel en centre-ville, situé à 2 pas des grandes salles de concert, et retrouver finalement le confortable matelas de votre chambre d'hôtel. Avez-vous pensé à l'hôtel Nouvelle Barcelona au cœur de vos centres d'intérêt? À partir de 133 € la nuit. Donc là, on sait que la personne, elle habite dans le nord de la France. On sait qu'elle aime la musique classique, donc on est allé chercher l'IA en live, aller chercher des images de Barcelone, mais en rapport avec la musique. Là, l'image du Mobile World Congress, elle est standard. Je vais couper le son. Ou alors, c'est possible, vous pourriez couper le son? Comme ça, je peux commenter en live. Ensuite, là, il n'y a que des photos. Si on peut avoir l'image. Oui, par contre, il faudrait l'image. Vas-y, reviens en arrière. Je reviens en arrière. Touc. Je reviens de là. Voilà. Donc là, on a l'image standard du Mobile World Congress avec une image en flou derrière. Ça, c'est une animation de photo parce que cet hôtel n'a pas de vidéo. Ensuite, ça, on est allé voir pendant les dates du Mobile World Congress quels sont les concerts qui ont lieu dans la ville. Et donc, on lui les donne. Donc, en fait, on lui offre bien plus qu'un hôtel. On va lui offrir carrément un séjour, une expérience. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est une image générique un petit peu. Voilà. On revient à l'hôtel, qui est un peu moins sexy. Là, animation de photos. Ensuite, là, on fait un plan pour montrer que l'hôtel est à équidistance entre ses centres d'intérêt. Donc le Mobile World Congress, c'est en bas, là. Et puis après, il y a les 2 lieux de concert. Et puis après, on va chercher la dispo et le prix dans le site, dans les serveurs de notre client. Donc ça s'est fait automatiquement. C'est fait dans le timing de la programmatique, c'est-à-dire en 0,1 seconde, y compris les appels entre serveurs. Donc en fait, le film est fait plutôt en 0,1, 0,2 secondes. Alors maintenant, on va voir maintenant le même film. Alors, pardon. Avez-vous pensé à un séjour à Barcelone lors du Mobile World Congress? Ce serait l'occasion de profiter. Savez-vous? Alors là, la personne, elle est située au même endroit. Elle lit le même article. Par contre, le Figaro nous a dit que cette personne aime le football. Savez-vous que Barcelone n'est qu'à 2 heures d'avion de Lille? Avez-vous pensé à un séjour à Barcelone lors du Mobile World Congress? Ce serait l'occasion de profiter de la piscine de votre hôtel, à 2 pas, et d'enchaîner, pourquoi pas, par un match au Camp Nou, pour retrouver ensuite le confortable matelas de votre chambre d'hôtel. Avez-vous pensé à l'hôtel Novotel Barcelona Cornella au cœur de vos centres d'intérêt? À partir de 133 € la nuit. Cliquez pour réserver. On a présenté une autre image de Barcelone. L'hôtel, il n'est pas le même. On va le présenter non pas avec les chambres ou la gastronomie, mais avec la piscine, puisqu'on estime s'il aime le foot qu'il est sportif, ce qui peut être très tiré par les cheveux. Mais ensuite, on lui montre effectivement les matchs auxquels il peut aller. Et puis, on lui dit que son hôtel est bien situé par rapport à ses centres d'intérêt. Voilà. Donc ça, le film, il est fait 100% par l'IA. Là, il n'y aurait pas le temps d'avoir de l'humain. Alors maintenant, on va montrer, en fait, avec la même technologie, maintenant, dans le cadre d'un chatbot. Donc c'est à nouveau pour Accor Hotel, donc on ne travaille pas que pour Accor Hotel. Hein. Donc là, c'est encore quelqu'un qui veut aller au Mobile World Congress, décidément, on ne s'en sort plus. Et à Barcelone, voilà. Et là, le chatbot va lui répondre exactement, en fait, avec la même technologie que la publicité, par un lien qu'il peut en plus transférer à quelqu'un avec qui il voyage, qui peut re-regarder plus tard. Et donc, ça va lui éviter... Donc là, on va lui montrer l'environnement de l'hôtel. On va lui montrer des images un peu... voilà, on va lui dire que l'hôtel, il est bien situé par rapport à ses centres d'intérêt qu'il a exprimés dans le chatbot. On va lui montrer l'intérieur de l'hôtel. Et après, on va lui donner évidemment le prix, puis il n'a plus qu'à cliquer pour réserver. Et s'il veut, il peut revoir le lien, le balancer à quelqu'un. Voilà. Évidemment, c'est la même technologie dans le cadre de la pub. Sur l'exemple d'avant, comment ouais. générer la voix off? Là, c'est une voix off réelle qui a été faite par bloc, en fait. Bloc par bloc, mais en fait, quand on relit, en fait, c'est une voix. Les termes sont assez génériques.
Voilà. Par contre, évidemment, ça peut être fait par des voix robots. Là, il se trouve, c'est une voix, on a pris l'option voix réelle, mais la voix robot aurait été tout aussi bluffante. Mais la voix réelle est assemblée par l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Exactement. Mais on aurait pu faire effectivement une voix robot. Ouais. Il se trouve que nous, on n'est pas spécialiste en voix robot, donc on n'a pas. Donc là, on voit bien l'intérêt pour le consommateur, l'agilité, la personnalisation, le fait que pour chaque individu qui vient sur ce site ou qui lit l'article, il y a une proposition que vous faites. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a une perte en termes de sensibilité ou en termes de qualité, compensée ou pas par un gain, mais qu'est-ce qu'on perd en utilisant l'IA? Ou est-ce qu'on perd rien? Est-ce que c'est que de l'avantage? Là, dans un cadre publicitaire ou de chatbot, je pense qu'on perd rien. Déjà, un être humain ne pourrait pas répondre. Donc, de toute façon, en fait, là, ces usages-là ne pourraient pas être faits par un être humain. Alors, ce qui est sûr dans le cadre de la pub, c'est qu'on ne peut pas faire une pub sensible. Ou alors, enfin, c'est plus compliqué. C'est forcément, là, dans le cadre de la pub, on est dans un cadre à la jonction entre la pub et l'information. C'est ça. Parce que Lucas parlait tout à l'heure d'émotion. On pourrait reprocher à ces pubs d'être un peu froides, de manquer un peu d'émotion. Pour le coup, elles sont très servicielles. Elle propose un service qui est exceptionnel. Elle vous dit même où est situé l'hôtel, où sont situés les différents lieux où vous pourriez passer des loisirs. Donc c'est très serviciel. Donc a priori, pas de perte, que des gains. Que des gains. En fait, dans le tunnel de conversion, il y a d'abord des pubs réputationnelles où là, effectivement, la qu'il y ait d'émotion, ça peut être que des êtres humains qui le font. Et après, à la fin, pour que la personne achète, là, c'est ce genre de messages qui sont hyper ciblés, très contextualisés, où là, effectivement, ah oui, ça m'intéresse maintenant, ici, tout de suite. Et ça, on retrouve ça sur quel média? Quel type de média? Là, c'est effectivement web mobile. Et puis, on est en train de travailler avec France Télévisions, qui est donc un autre groupe de télé, pour faire ça donc dans le cadre, là, ce coup-ci, du flux, avec des décrochages, et puis de façon un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'avec France Télévisions, ce sur quoi on travaille, c'est carrément utiliser des images de live dans le message publicitaire. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui a gagné, en fait, par exemple, pour Miss France. C'est vous, Miss France? Non, c'était TF1. Bon, décidément. Bref, Miss France, c'est sponsorisé par Peugeot, si mes souvenirs sont bons. Et on va introduire les images là qui viennent d'arriver de Miss France qui vient d'être élue à l'intérieur de la pub Peugeot qui va passer dans les 15 secondes après. C'est ça qui va être utilisé. On va utiliser des images sportives, des images de live ou des images d'actualité. Par exemple, il neige. On a vu pendant la météo que, je sais pas, à Strasbourg, c'est couvert de neige. Hop, la prochaine pub qui va être pour des vêtements, par exemple, sportifs ou des doudounes, va réutiliser des images que la personne a vues dans la météo 15 secondes avant. Est-ce que cette IA, ce que vous proposez, est en capacité d'étonner les gens? Est-ce qu'elle vous étonne, vous? Est-ce qu'elle vous trouve, on parlait d'algorithme de recommandation, est-ce qu'elle est en capacité, c'est-à-dire de sortir de ce qu'on appelle le bubble filter, de sortir des recommandations classiques et de vous étonner, comme le ferait un guide, par exemple? Alors, ce qui est étonnant, c'est par exemple là, c'est ce que je vais montrer là, c'est un résumé de match de foot brut, fait par de l'IA. Et là, on n'a pas du tout travaillé, c'est brut. Donc on n'a pas travaillé ni les transitions, ni rien. On a juste demandé à l'IA, va prendre les meilleures actions dans un match de foot, je vais vous le montrer, et c'est instantané. Pardon. Voilà. Et en fait, si on regarde le match, on s'aperçoit que l'IA n'a loupé aucune action importante, aucune belle action. Voilà. Alors après, on peut travailler les transitions, faire des plans plus longs, éviter les plans courts, on peut faire beaucoup de choses. Mais l'IA a complètement analysé le match et ne s'est pas trompé. C'est-à-dire qu'un être humain ne pourrait pas faire mieux. Et ça, c'est fait donc instantanément. Ça peut être fait pendant le live. Par exemple, toutes les 15 minutes, on peut demander à l'IA ou instantanément d'aller prendre les meilleurs extraits. J'allais être méchant, j'allais dire, en fait, toutes les bonnes actions, elles sont près des buts, mais en fait, non. Non, c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une belle action, quelque chose d'impressionnant, et on l'a fait sur tous les sports,
Alors après, il y a un petit temps d'apprentissage. Hein. C'est-à-dire, enfin, tous les sports de balle, ça marche. Après, pour les Jeux Olympiques, il y a un peu plus de travail. Mais ça marche. Merci. Fantastique. Qu'est-ce que ça t'inspire, Philippe, toi qui es plus dans le domaine de la création artistique, j'ai envie de dire? C'est effrayant, c'est chouette, c'est beau? Ah non, c'est chouette. Même... Pardon. Ah bah non, c'est chouette, mais c'est pas effrayant. Moi, il y a des équivalents en Amérique, au Canada aussi. Et moi, je suis un vrai croyant de l'instrumentalisme anthropomorphique, l'idée que ce sont juste des outils faits par des humains pour des humains. Après, les gens qui ont peur, c'est souvent juste par ignorance, hein, excusez-moi. Mais et par contre, ce qui est important, c'est le débat. Il n'y a pas eu de débat démocratique sur l'informatisation de la société, et paf, tout le monde passe 8 heures par jour sur un ordinateur ou presque. Et personne n'a vraiment voté pour ça. Donc ce qui est un peu à la ramasse et un peu en arrière, c'est les politiciens qui apparemment viennent de se réveiller en France. Oui. Et donc voilà, le débat démocratique est nécessaire. Il ne faut pas se laisser imposer des technologies qu'on n'a pas envie d'utiliser. Et il faut être en capacité, en tant que société, à décider jusqu'où on va aller, quand est-ce qu'on va aller là, et qu'est-ce qui est correct. Mais après, c'est comme tous les outils qu'on a inventés depuis l'invention de la roue et la découverte du feu. Ça semble utile, et surtout si ça répond aux besoins, dans ce cas-là, des utilisateurs et des consommateurs. Et donc voilà, le débat démocratique est nécessaire, c'est ce que je pense, et la résistance est assez futile parce que c'est en train d'arriver. La résistance est futile. Alors selon toi, il faut mettre l'intelligence artificielle dans les humanités ou les humanités dans l'intelligence artificielle? Ouais, cette interaction-là est vraiment importante. Et moi, je suis un grand défenseur de ce qu'on appelle computational literacy, l'alphabétisation computationnelle ou informatique, si vous voulez. L'idée que les langages informatiques, ce sont des langages avant tout. Et on apprend à l'école l'anglais et l'espagnol. On devrait apprendre, et ça se fait déjà aux États-Unis, ils apprennent à partir de 5 ans la programmation informatique. Et les ordinateurs sont si omniprésent qu'il est important de donner à tout le monde. Il ne faut pas dire que tout le monde doit devenir un programmeur, mais tout le monde doit avoir les outils pour justement démystifier la machine, pour désamorcer ses peurs, et aussi pour permettre un débat plus informé, plus intelligent et éventuellement plus efficace. Un dernier mot, Lucas, et après je te passerai la parole pour un mot de conclusion. 100% d'accord avec Philippe. D'accord. Décidément. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on utilise des labels chics, hein, intelligence artificielle, inaccessible, etc. Attention, c'est réservé à une caste de scientifiques brillants. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Il y a plein de gens dans ce domaine qui sont un peu autodidactes. Il y a plein de littérature dans ce domaine sur Internet. C'est le bonheur qu'on a avec Internet aujourd'hui. Et sachant qu'il y a beaucoup de choses open source aujourd'hui en intelligence artificielle, vous pouvez utiliser des algorithmes de reconnaissance d'images de Google en vous branchant directement dessus, en travaillant sur vos photos, etc. Ça ne coûte rien. Donc vous pouvez expérimenter, vous pouvez vous faire la main. Il n'y a pas de barrière pour aller travailler avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas besoin d'un bagage scientifique, de savoir-faire. Alors évidemment, on a besoin de gens qui font des mathématiques, des statistiques, etc. Mais on n'a pas besoin de ça pour aller utiliser aujourd'hui des outils de machine learning. C'est vulgarisé, c'est facile à utiliser. Voilà, il y a des entrées, il y a des sorties, c'est des boîtes, et on peut cumuler les boîtes, on peut séquencer les boîtes. Et du coup, c'est très abordable. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Il faut voilà, vivre avec son temps et jouer avec les technologies de son temps. Merveilleux. Frédéric, un dernier mot? En 2 mots. Tous les films que l'on fait avec l'IA, c'est des films qui n'existaient pas avant, qui n'étaient pas faits par des êtres humains, parce qu'il n'y avait pas de publicité personnalisée, il n'y avait pas de chatbot qui répondait en vidéo, il n'y avait pas de social media en live pendant les résumés de match, vous les aviez après le match. Donc, je dirais que là, ça ne détruit pas d'emplois. Et après, l'IA, dans le cadre documentaire, fiction, etc., ça aide pour le moment juste à aller dérocher, à aller chercher quand est-ce que Brad Pitt rigole et quand est-ce qu'il a un stylo peut-être à la main. Donc, c'est une aide, notamment dans le cadre du documentaire, qui peut être intéressant. Et ça permet aussi de dégager en fait, du temps, de l'argent et de l'énergie pour des choses plus intéressantes et plus créatives qu'aller juste rechercher des images dans les 80 heures de rush. Ok, merci infiniment. Donc on l'aura compris, l'IA ne sera jamais plus belle que si elle reste un outil au service du créateur et au service de l'être humain. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Au-delà de la question qui a déjà été posée par monsieur.
Oui, bonjour, Philippe Laurenchet, journaliste pour le magazine Écran Total. Quand j'entends la phrase les créateurs sont dégagés des tâches fastidieuses, c'est la fin de la phrase qui va dégager. C'est-à-dire que c'est les créateurs qui vont dégager à un moment, tout simplement parce que dans une logique de production, chaque producteur a comme logique financière de faire des produits qui coûtent le moins cher possible. Or, aujourd'hui, un créatif est un centre de coût. Et donc, la question est qu'est-ce qui est réductible au niveau de la créativité humaine? C'est-à-dire que les publicités que vous avez montrées sont effectivement, donnent l'illusion d'avoir été créées par un être humain. D'ailleurs, la voix humaine donne l'illusion à celui qui regarde le programme que c'est un humain qui lui parle. Encore une fois, on est dans le domaine de l'illusion. Et la question que je pose, enfin, je n'ai pas forcément la réponse, mais où est la limite à cette tendance? Alors, pour répondre à la question, donc, sur la pub avant, et avant encore jusqu'à aujourd'hui, parce que là, tout ce que je montre, c'est des choses qui sont juste en bêta-testing ou en test très limité. Avant, il y avait une seule pub web et mobile, c'était la pub télé qui était raccourcie. Donc, il n'y avait personne qui était embauché pour faire une pub web et mobile, ou quasiment jamais. Donc là, donc, je dirais que ça ne va pas... Le fait que l'IA fasse une pub plus contextualisée, ça évite juste qu'on ait une pub qui n'ait rien à voir avec nos centres d'intérêt. Ça la permet de la contextualiser. Et je dirais que ça ne va pas réduire, il n'y a pas de créatif qui a été squeezé. Dans un cas de documentaire, le réalisateur, il restera toujours là. La seule chose, c'est qu'il va être aidé dans son travail pour aller chercher des images sur des bases d'images très grandes, l'INA, enfin voilà, toutes les bases d'images, des stocks d'images, les milliers d'images, les milliers d'heures d'images que peut avoir une chaîne télé. Et il va pouvoir comme ça enrichir son travail. Donc je dirais que pour lui, c'est un outil aussi intéressant que depuis qu'on est passé au montage numérique versus un montage argentique. Il va juste aller plus vite et pouvoir faire un travail de meilleure qualité en un temps donné qui, de toute façon, est limité par le budget que va allouer la chaîne à ce programme. Et peut-être un complément de réponse, parce que de manière plus générale, je pense que vous pointiez à l'idée que l'intelligence artificielle va éventuellement détruire des travails et qui va éventuellement nécessiter moins d'humains pour faire la même chose. C'est très très vrai. Et ça a été vrai d'à peu près tous les outils qu'on a inventés, avec de la machine à tisser. Il y avait presque une révolution, les ludiques à Londres, qui détruisaient à la hache les métiers à tisser, parce que c'était incroyable. Quand on a inventé la tondeuse à gazon, les jardiniers étaient vraiment, mais vraiment pas contents pendant des années, alors que maintenant, plus personne ne tond la pelouse au ciseau. En tout cas, c'est très rare. Et tout d'un coup, plus tard, la grande couture est née de cette automatisation de la machine à tisser, et les jardiniers se sont mis à faire des jardins beaucoup plus intéressants et complexes et riches à cause de ces outils. Donc c'est sûr qu'avec les outils, on réduit la quantité de travail nécessaire. Ça va être vrai dans les domaines artistiques, comme c'est vrai un peu partout. Et moi, personnellement, étant assez feignant, je suis vraiment très content qu'on réduise la quantité de travail nécessaire. Après, la question de la division du travail restant et des richesses, c'est une question politique. Je ne pense pas qu'on puisse décider d'arrêter le progrès et de se remettre à couper le gazon au ciseau parce que ça créerait plus d'emplois. Mais en même temps, je ne suis pas politicien, mais je pense que ces questions politiques-là, elles sont importantes, et du coup, le débat politique est important. Et c'est ça qui manque. Si on laisse les entreprises privées qui développent ces technologies décider quand on les applique, où on les applique, et quels sont l'impact que ça a sur le reste de la société, alors ça veut dire que la politique n'a plus son mot à dire dans la façon dont la société fonctionne. Je rajouterais juste que les deux sociétés qui utilisent le plus la donnée, l'analyse sémantique et l'intelligence artificielle, notamment pour produire leurs œuvres, que sont Amazon et Netflix, sont les sociétés qui ont dépensé le plus d'argent pour produire des séries télévisées, à hauteur de 100-110 millions de dollars par série. Donc on continue à dépenser énormément d'argent. Il y a juste, et vous avez raison de le dire, une évolution des métiers. Il n'y a qu'à regarder les métiers du CGI, Computer Generated Image. Il n'y a qu'à regarder ce documentaire il y a une dizaine d'années sur Pixar, qui était Inside Pixar. Tous les métiers de créatifs derrière leurs ordinateurs pour éclairer des personnages, des tables, je ne sais quoi d'autre, c'est absolument fascinant. Mais le débat est là, et je suis d'accord avec toi, ça restera politique. Lucas, tu voulais dire quelque chose ? Moi, je peux compléter aussi. On est dans la classique révolution schumpeterienne, les révolutions technologiques, et celle-là va emporter avec elle
tout un tas de tâches et de métiers. Ça ne veut pas dire que les personnes qui faisaient ces tâches, elles vont se retrouver abandonnées. Elles vont peut-être travailler, on va dire, sur autre chose. Hein. C'est cette fameuse destruction créatrice. Mais je pense que les créatifs, justement, demain, vont avoir l'opportunité de travailler sur des formats beaucoup plus ambitieux. J'ai vu qu'au programme, là, il y avait des séances de cinéma avec l'histoire dont vous êtes le héros, des films interactifs, etc. C'est génial, ça va être génial pour les créatifs. Ils vont plus créer une œuvre, ils vont créer X œuvres ou une œuvre protéiforme, on va dire. Donc, ils vont pouvoir, je pense, s'éclater en délaissant potentiellement des tâches faciles à reproduire, des tâches qui étaient plutôt du domaine du récurrent. On ne peut pas dire que le résumé du match de foot ce soit vraiment passionnant, je pense, pour un monteur. Et donc, si ça, on sait l'automatiser, quelque part, voilà, le monteur spécialiste de sport, il peut aller attaquer d'autres domaines, il peut aller regarder les sports extrêmes en VR, etc., et rentrer, on va dire, dans ces nouveaux métiers qui demandent de la créativité humaine aujourd'hui. Ouais, juste une toute petite. Ouais, donc je suis Jérémy Pouillou, je produis des contenus, évidemment. Notamment, oui, absolument. Votre débat m'intéresse. Mais peut-être que pour appuyer un peu la question ou la creuser, je ferai référence au tableau qui a été fait, qui est un fameux tableau qui a été fait par l'équipe de Microsoft, qui était un nouveau Rembrandt, c'est-à-dire un tableau qui a été fait à partir des travaux de Rembrandt, en recréant un Rembrandt qui n'existe pas et qui est très très difficile à distinguer d'un vrai Rembrandt, bien sûr. Donc finalement, la question que ça pose, l'intelligence artificielle, et notamment sur la question de ces systèmes apprenants, c'est probablement plutôt le point de vue de l'auteur. Finalement, celui-là, et il perdurera, parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons envie de parler. Le point de vue de l'auteur perdurera, et finalement, l'intelligence artificielle sera un outil de cette volonté de parler. Voilà, c'est peut-être là où je ne sais pas si j'ai été très clair, mais... Si, c'est extrêmement intéressant. On peut se projeter dans un monde, effectivement, où un peintre, demain, réalise uniquement 10 œuvres et laisse travailler la machine pour faire les 100 suivantes. Et ça lui permet de se faire son business. Mais bon, je pense que c'est pas ce que recherche forcément le créateur. Je pense que le créateur et l'art, pour en revenir à la définition, il y a voilà, une façon de se dépasser, d'inventer quelque chose qui n'a pas été fait, de créer un système langagier, de relier des choses qui ne sont pas normalement naturelles à relier. On n'est pas dans le rationnel. Et je pense que c'est là où on est dans le subjectif, etc. Et c'est là où l'artiste s'éclate véritablement. Plus que de reproduire ses œuvres, on va dire. Je crois que la crainte par rapport à l'intelligence artificielle, elle vient du fait justement qu'on se dit que ces intelligences artificielles vont elles-mêmes vouloir créer et vouloir inventer ce qui n'existe pas, justement. Donc c'est là où la question peut se poser. On peut programmer un ordinateur pour créer et il y a des gens qui développent des systèmes qui font de la peinture, font de l'art visuel, font de la musique, avec le but précis de développer des styles nouveaux, à l'opposé de l'imitation de styles. Imiter du Rembrandt, imiter du Mozart, ça on sait très bien le faire, on sait le faire de manière indiscernable de l'original. Et ce qu'on a trouvé quand on laisse une machine développer sa propre esthétique, c'est que ça va très vite, ça va très bien, mais ça va très très loin, mais ça va très très vite quelque part où les humains ont aucun intérêt. C'est-à-dire que ce qui pour la machine est intéressant a typiquement aucun intérêt pour l'humain. Et donc du coup, quand on enlève l'humain de l'équation, très très vite ça devient très ennuyeux et pas du tout intéressant. Pour ajouter quelque chose, les tâches créatives, et donc c'est pour ça que les créateurs ne devraient vraiment pas s'inquiéter, ça va pousser la créativité un peu plus loin, mais les tâches créatives sont les plus compliquées à automatiser. Et c'est pour ça que seulement celles qui seront considérées peut-être les moins créatives seront automatisées. Moi je suis beaucoup plus inquiet en termes de conséquences sociales pour le reste de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les conducteurs de poids lourds, ça va être un vrai problème, directement, parce qu'on sait faire des machines qui sont meilleures qu'eux à conduire des poids lourds maintenant. Et donc pour ces métiers-là, ça va être beaucoup plus difficile. Les créateurs ont la chance d'utiliser la créativité au cœur de leur travail, et ça, on est très très loin d'avoir une approche satisfaisante pour la créativité générale. La question du point de vue, sinon, elle a été adressée en 27 avec l'apparition du son. Elle arrive aujourd'hui avec la VR. Il y a beaucoup de débats extrêmement durs. Hein. Spielberg, qui quand même a fait Ready Player One et qui était vent debout contre la VR, qui pose un vrai
questionnement sur le point de vue. Hein. On ne montre plus des objets qui tissent la dramaturgie d'une œuvre. On a plein d'objets et le point de vue du spectateur lui-même immergé dans une réalité, soit-elle virtuelle ou pas. Donc c'est une somme de débats. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ça questionne et l'artiste et le politique, qui doit lui accompagner, pas forcément les artistes, mais en tout cas ceux qui seront peut-être demain de futurs artistes, notamment par l'éducation. Une question. Je suis désolée, on ne va pas avoir le temps d'aller... Michael, tu nous empêches de discuter. Au café, c'est ça, au frais du Forum des images. Bon, merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup.